OK, donc tout le monde, on va commencer. On va prendre un moment. Je vais commencer par, bien sûr, merci tout le monde. Merci. Je vais prendre un moment pour vous présenter le monsieur à côté de moi. On va prendre un moment pour bien le présenter, mais d'entrée de jeu, sachez qu'on va parler davantage du bilan de la judiciarisation de la violence basée sur le genre au Brésil. Le but, ça va être vraiment de se poser des questions, de se questionner en lien avec la justice réparatrice et aussi, bien sûr, de la violence conjugale, mais dans un contexte étranger où est-ce qu'il y a eu plus de 20 ans de recherche qui nous ont permis justement d'en apprendre davantage. Je vous présente Théophilos Rifiotis, professeur titulaire au doctorat en anthropologie sociale à l'Université fédérale de Santa Catarina et à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul. J'essaie d'avoir l'accent. Spécialisé dans l'étude de la judiciarisation de la violence de genre et les pratiques réparatrices au Brésil depuis plus de 20 ans, il dirige le laboratoire des études de violence à l'Université fédérale de Santa Catarina et il coordonne un réseau de recherche en partenariat avec l'Université de Buenos Aires et l'Université nationale de La Plata en Argentine. Oui, on ne m'entend pas. Bien sûr, Théophilos Rifiotis. Ça fait plaisir. Donc, avec monsieur à côté de moi, on va prendre un moment pour échanger sur la violence conjugale et la justice réparatrice. Moi, je vais être juste à côté pour poser quelques questions de curiosité, mais sinon, je vous laisse la parole. Merci d'être parmi nous. On est vraiment chanceux de vous avoir. Merci. Merci à vous. Et je voudrais remercier évidemment les comités organisateurs du congrès, dire que je suis non seulement heureux, mais je me sens honoré et privilégié de pouvoir partager avec vous une particularité de mes études sur la violence de genre et particulièrement la judiciarisation de la violence de genre au Brésil. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'égard de Serge Charbonneau, à qui je tiens beaucoup. Et je sais que c'est un grand personnage pour vous, mais je voudrais dire que la reconnaissance que nous aussi, au Brésil, on commence à bien connaître son travail et aussi sa contribution au niveau de la justice réparatrice et aussi de la médiation. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à Marie-Ève Lamoureux, Mathilde et Martin, parce qu'elles ont me soutenu aussi et m'assuré que finalement, il y avait un intérêt de présenter un cas particulier, des études particulières sur le Brésil pour contribuer au débat ici. Je ne suis pas tellement sûr, mais j'ai pris le courage de faire cette présentation tout en pensant qu'on pourrait faire un dialogue. Comment j'imagine ces dialogues? J'imagine ces dialogues comme une espèce de voyage dans un pays étranger, exotique même, okay? Pas pour qu'on puisse voir les différences, pas pour qu'on puisse voir des ressemblances. Pour moi, ça n'aura pas un effet heuristique. Tout juste connaître comment ça se passe au Brésil, et évidemment faire la comparaison. C'est comme si on faisait du tourisme à Rio de Janeiro, juste pour voir le carnaval, et on se disait, voilà le Brésil. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Mon idée à moi, quand j'ai dit on va faire un travail comparatif ou comparé, ce n'est pas donc dans ce sens de chercher des vérités, des différences institutionnelles, normatives, mais chercher surtout une nouvelle manière de penser. C'est-à-dire, quand on est vraiment saisi pour un voyage dans un pays étranger, on est pris par l'esprit du pays. Et c'est dans ce sens que j'aimerais bien que vous entendez ou vous réfléchissez sur les propos de ma description de la judiciarisation au Brésil. Donc, ça va. Donc, et mon idée, c'est que ce voyage et cette étrangeté soit une manière de construire un dialogue dans lequel vous êtes engagé.
Évidemment, c'est moi qui parle en ces moments, mais les réflexions, les réactions, les changements de concepts ou les perspectives qui s'ouvrent, ils vont être faits par vous. Donc, c'est un esprit de coopération que j'imagine vous parler donc de cette spécificité du Brésil. Mais évidemment, parler d'étrangeté, etc., ça nous ramène dans tous les coins du monde, dans tous les coins de sens du mot étrangeté. Et je voudrais quand même partager avec vous donc 2 sources de départ que j'aimerais bien avoir en commun avec vous. OK? Alex. On m'a dit de dire Alex. Ou Manon peut sur le Et il y a Ouvre tes sésames, il y a Alex. Ah, voilà, ça sent bien. Alex? Alex? Quand tu es prêt, Alex. Donc, la première source que j'aimerais bien partager avec vous, c'est un passage de l'œuvre de Judith Butler, 2005, Give me an account of on yourself, où elle nous propose une dimension éthique de la réponse à l'offense soufferte. Je pense que là, c'est une source très importante, à mon avis, pour penser les devenirs humains qu'on veut construire pour nous-mêmes. Quelle société on cherche? Non pas seulement constater quelle est la société qu'on a, mais où on voudrait, où on peut s'en aller. Et je crois que son idée à elle, cette perspective éthique, c'est ça que j'aimerais bien chercher. À mon avis, cette perspective éthique, elle est construite d'abord par le respect, l'écoute attentive de l'autre et le respect aussi à son puissance d'agentivité. Je vais revenir. La deuxième, Alex, la deuxième source, c'est un peu plus long, c'est Amartya Sen, peut-être quelques-uns de parmi vous connaissez, c'est son livre L'idée de The Idea of Justice, 2006. C'est quelqu'un qui a gagné prix Nobel en économie, très très connu. Et j'aimerais bien vous lire les textes parce que je crois qu'il contient quelque chose d'important aussi, comme une source aussi d'inspiration qui nous mène à revoir nos concepts sur comment penser les institutions, comment penser les droits, comment penser la justice. Dit-il, l'approche de John Rawls de la justice comme équité, correctement célébrée, produit un ensemble unique de principes de justice qui concernent exclusivement l'établissement des institutions justes, pour constituer les structures de base de la société, tout en exigeant que les comportements des personnes répondent pleinement aux exigences du bon fonctionnement de ces institutions. C'est beau parler de justice, c'est beau parler des magistrats, c'est beau parler de la cour, mais les présupposés, c'est toujours dans l'institution, c'est dans la norme. Et là, qu'est-ce qu'il nous propose? Il dit, dans l'approche de la justice présentée dans cet ouvrage, il est soutenu qu'il y a quelques inadéquations cruciales dans cette concentration dominante sur les institutions, dans laquelle on suppose que les comportements est adéquatement obéissant. En fait, on parle de loi comme si les comportements humains avaient un rapport avec la loi. Les comportements indépendants de la loi, encore qu'ils ne soient pas complètement libres. Je vais en revenir sur les rapports sujets et normes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non pas donc concentrer notre attention sur les institutions, mais concentrer sur la vie que les gens sont capables de mener. Ça, c'est peut-être un défi, un des plus grands, parce qu'il faut sortir des appareils de justice, il faut sortir des normativités, il faut s'en aller vers les vécus des personnes. C'est ma deuxième source.
j'imagine qu'avec cette deuxième source, on pourrait commencer les voyages. Mais effectivement, je ne peux pas vous inviter à faire un voyage avec moi, hein, sans dire quelque chose à propos de moi-même. Faire un voyage avec un méconnu, ce n'est pas rassurant. En tout cas, ce que je vais dire pour me faire connaître dans ces débats, ce serait plutôt que j'investis beaucoup de temps pour écouter les intervenants du système judiciaire, les intervenants du système de police. Je ne vais pas parler énormément avec les victimes. Vous pouvez me rapprocher ça. Je ne vais pas parler énormément aux mouvements sociaux. Vous pouvez me faire la critique. Mais ce que je veux ramener aussi, ce sont les problèmes, les difficultés, les défis que les magistrats, les procureurs, les avocats partagent avec nos chercheurs, nos chercheuses depuis une vingtaine d'années. Et c'est dans ce sens que je crois que c'est très limité, ma perspective. Elle n'est pas élargie pour parler de toute la violence de genre, tout le sens de la judiciarisation. Mais elle apporte aussi sur les défis peut-être moins connus qui sont partagés par ces acteurs. Et pourtant, ils sont effectivement centrales. On a débuté la recherche en 1998. En 1999, je suis venu au Canada pour faire les études sur la police, le commissariat de protection de la femme, je vais en revenir, et j'avais étudié donc les travaux de ces commissariats. C'était le départ. J'étais, on dirait, les cafards du commissariat. J'arrivais avant l'ouverture et je n'avais pas la clé, mais j'étais tout le temps là-bas, plus que les commissaires, plus que les policiers. J'ai même reçu des personnes avant l'ouverture et j'ai aidé des personnes qui arrivaient après la fermeture. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vraiment, on a entendu pendant plus de 6 mois, on a entendu longuement, on a observé avec des détails les pratiques dans les commissariats. Et j'étais d'abord étonné, je peux vous résumer comme ça, de voir que les taux de production de procès, de procédures pénales n'arrivaient pas à 5%. Je dis, ben, qu'est-ce qu'ils font ici alors? Ils ne font pas des enquêtes? Non, pas tellement d'enquêtes. Ils ne font pas de poursuites? Non, pas tellement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me disaient qu'ils étaient en train de faire des essuie-glaces. Vous voyez qu'est-ce que c'est, essuyer la glace? Essuyer la glace, c'est mettre du pain, non, et puis ça sec, non, ça revient, ça revient, ça revient. Il disait, à chaque lundi, on fait revivre les mêmes problèmes. C'est comme si on faisait un travail mort, un travail inutile. C'est intéressant ça, parce que c'est un service de police qui devait produire quelque chose et produire un autre. Je les ai proposé d'ailleurs, comme observateur de terrain, qu'ils faisaient une statistique en montrant combien de personnes venaient au commissariat. Et là, pour 1200 cas par mois que j'avais trouvé à l'époque, il y avait 5 ou 6 000 personnes qui venaient. Des citations à comparaître et des discussions devant la commissaire. Je me suis dit, il y a un produit de justice qui n'est pas celui qui était attendu par les services de police. Et en plus, je dis ça tout simplement, il y avait un service de soutien psychologique dans les commissariats. Un service de soutien psychologique qui était tellement important qu'ils ont même développé un volet familial. Et moi, je me demandais, c'est très important ce service. Je voyais que les gens étaient contents d'avoir quelque part du soutien. Mais ce n'était pas les services psychologiques qu'ils attendaient peut-être. Ce n'est pas les services psychologiques que moi j'imaginais, parce que c'était un service proposé par la police. Donc l'engagement dans un travail psychologique était biaisé par l'espèce de citation à comparaître. Ce n'était pas exactement comme ça, proposé, mais c'était signé
par les psychologues policiers. D'ailleurs, il était tellement important ce service que la province de Santa Catarina, où je travaillais, ont embauché des psychologues policiers. Ça existe toujours, et ils ont un travail dans les commissariats. Ce travail dans les commissariats, d'après mes observations, était tellement important qu'on a fait un organigramme pour montrer la place du travail psychologique dans les commissariats. Ils n'ont pas aimé. Parce que les psychologues, ils étaient au centre. Les commissaires ou la commissaire demandaient aux psychologues s'ils devraient aussi donner suite au procès ou pas. C'était tellement central que ce n'était pas seulement du soutien. Je ne sais pas si j'arrive à vraiment exprimer l'idée. C'était tellement important qu'il faisait un travail aussi pour aider à déterminer quelles seraient les poursuites. Comme des recommandations. Des recommandations, oui. Dans ces cas, oui. Dans ces cas, non. Il faut mieux attendre, il faut mieux recevoir ces personnes, comme on dit, recevoir ces personnes en consultation. Bon, après, ça c'est 1988, après en 2006, une nouvelle loi est parue, je vais en parler, elle a changé complètement et finalement, c'était pas, et ça ne se passait pas comme ça, c'était obligatoire au fur et à mesure de faire des enquêtes et d'amener les causes au judiciaire. Nous avons écrit, Alex, nous avons écrit les résultats d'une des recherches de 3 ans avec l'équipe nationale qui sont là. Après, à la fin, je veux vous partager aussi les liens, si jamais dans une langue exotique comme le portugais, ça vous convient. Je vais partager les liens des livres. En fait, nous avons écrit un livre, c'est des perspectives analytiques, où un ensemble national de chercheurs et chercheuses ont essayé d'analyser, Alex, le deuxième livre, c'est le livre de recherche ethnographique auprès des policiers, à la cour, dans les groupes de réflexion. C'est cette systématisation que j'essaie de vous proposer ici. Donc, plus de 20 ans de recherche, plus de 20 ans d'une équipe nationale de recherche. Je vous ai raconté un peu là comment ça se passait au commissariat, mais je vais quand même entrer dans un deuxième moment, un moment plus particulier de la recherche, un moment des bilans. Qu'est-ce que, après tout ça, parce que je raconte un petit peu comme anecdote passagère, qu'est-ce qu'on a bien pu découvrir? Alex? D'abord, que la judiciarisation n'est pas si simple que ça. J'ai entendu avant des témoignages très intéressants de comment, ici au Canada, au Québec particulièrement, vous intervenez. Quelle est l'intervention? J'ai vu des modèles, j'ai vu des adaptations, ça m'intéresse beaucoup. On arrête, messieurs les juges reçoivent un cours. J'ai vu des possibilités aussi, comme au Brésil. Mais la chose que je me demandais, c'était quel était l'objet de l'intervention quand on parle de violence envers les femmes. Parce que le mot violence était courant ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que, et ça c'est très important à rappeler, est-ce que ces symboles majeurs du mouvement féministe, la deuxième vague du mouvement féministe, c'est la reconnaissance du manque d'équité par rapport au judiciaire, c'est le manque de jugement dans les judiciaires. Est-ce que ce mouvement, il est complètement clair sur l'objectif? Pourquoi est-ce que je dis ça? Ce n'est pas pour faire de la critique, mais c'est pour dire les mots violence. Peut-être ils cachent beaucoup plus de choses qu'on voudrait. Parce que finalement, ce n'est pas la violence qu'on juge, c'est toujours les crimes. Il y a une traduction déjà. Et cette traduction, je veux essayer de vous montrer comment cette traduction peut être biaisée. Et ça dépend de la croyance, ça dépend du jugement que les magistrats, les procureurs, les parquets, on dit, font de la cause.
Et vous imaginez bien que dans un judiciaire où il y a très peu d'enquêtes, dans les cas de violence de genre, il y a très, très peu d'enquêtes, les témoignages sont centraux. Si les témoignages sont centraux, c'est la performance en cours qui est centrale. C'est la croyance, non seulement au témoignage, mais au témoin, à la témoine. Donc, cette performance en cours, elle devient, et on a observé ça, je vais en revenir, on a observé que ça, c'était plus important que la cause. Et là, ce que j'aimerais bien vous proposer, c'est il faut revenir sur l'objet de l'intervention. Parce que si c'était clair que les mouvements féministes, la deuxième vague, voulaient lutter contre la violence envers les femmes, ça, c'est un premier texte. Parce que les textes, effectivement, c'était une lutte contre la domination des genres, une lutte contre la symétrie des genres. La violence était une espèce de marque pour symboliser une homogénéité de faits très hétérogènes. Et étant donné que ce sont des faits très hétérogènes, ça demande quand même des jugements particuliers. Donc, je vais revenir sur l'idée que l'objet de l'intervention n'est pas vraiment la violence en soi-même. Elle est la asymétrie, elle est la domination. Et donc, si on veut changer les rapports de genre, peut-être l'objet violence sert symboliquement à quelque chose, mais il ne dit pas du vécu de personne. Parce que nommer violent, c'est quelque chose d'extérieur au sujet. Je ne sais pas si on s'entend. Pour moi, violence, c'est une catégorie descriptive, qualificative. Ce n'est pas un substantif. C'est déjà qualificatif, c'est un adjectif. C'est-à-dire quelqu'un de l'extérieur juge qu'un tel comportement peut être appelé violent. Si ça dépend de cette perception extérieure, ça veut dire d'abord que ce n'est pas toujours compréhensible et accepté pour tout le monde, qui sait qu'on a vécu, c'était de la violence. Alors, c'est pour ça aussi un premier problème pour les victimes, c'est les convaincre parfois qu'elles ont souffert la violence. Parce que peut-être elles ne voient pas la violence. Peut-être elles voient d'autres choses. Et je répète, l'objet de l'intervention, c'était la recherche de la fin de la domination des genres. Bon, nous serons, je crois, d'accord qu'on parle beaucoup aussi donc, des besoins des victimes. Par exemple, j'ai lu les rapports sur la justice réparatrice et violence des genres du Québec, un rapport, je crois, 2017 ou 2018. Et là, c'était bien marqué que la justice réparatrice, il faudrait qu'elle prenne en compte les besoins des victimes. Moi, j'aimerais bien revenir sur les besoins des victimes. Et si vous me permettez, très librement, je vais vous dire les besoins des victimes. Au moment où j'avais commencé mes recherches, il y a plus de 20 ans, et maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils sont les mêmes. Je sais que dans la structure de la société, la domination masculine, comme on dit, est toujours présente, mais je ne suis pas sûr que les sujets s'y présentent, c'est ça que je vois, de la même façon qu'ils se présentaient il y a 20 ans dans les commissariats. Ce n'est pas comme ça que je vois. Les sujets ont changé. On ne peut pas dire que les besoins sont les mêmes. Ou tout au moins, quand même, il faut réfléchir sur l'idée que les besoins sont connus d'avance. Et là, je vous propose aussi de penser, est-ce que ces besoins depuis 1970 sont encore les mêmes? Deuxième moment, est-ce que, après tous les changements qu'il y a eu, les mouvements très importants de reconnaissance des victimes, est-ce qu'on peut dire que le judiciaire est toujours insensible comme il était il y a 50 ans ou 25 ans? Ce n'est pas vrai. Nous avons écrit, après des années de recherche, un article sur les styles des magistrats. À Santa Catarina, il y avait des styles. Il y avait des avocats qui disaient « Oh, hop, hop, out là », parce que celui-là, c'est un juge féministe. Donc, il faut procéder autrement.
il y avait des juges de magistrats qui avaient des options, y compris d'empowerment. Ils nous expliquaient, monsieur, la dame est là, monsieur est là, le juge est là. Bon, on enlève cette partie du juge est là, mais c'est ça qu'il disait. Hein? Et il revenait pour dire l'équilibre, ça serait fait avec la présence du magistrat. Judiciarisation de la violence de genre. Ça paraissait clair. Mais dans sa pratique à lui, la dame qu'il disait que c'était victime, qui était là, et qu'il allait contribuer à l'empowerment, était diminuée, n'était pas entendue, parce qu'elle ne pouvait pas exprimer. Il y avait quelque chose qu'elle était seulement victime. Ça enlevait quelque part, comme dit Antoine Garapon, ça enlève à la victime toute puissance d'agentivité, toute puissance de réflexivité. Elle n'est que victime. Donc, ces styles de magistrats ne sont pas les mêmes il y a 50 ans. Il est beaucoup trop sensible, pour ainsi dire. Hein? Mes collègues ici, Serge Charbonneau, Marie-Claire Bello, sont allés au Brésil, Catherine Rossi aussi, sont allés au Brésil dans un colloque que nous avons organisé, et ont pu bien voir un magistrat complètement militant de la justice réparatrice et qui essayait d'installer dans sa cour une perspective féministe. Donc, si l'objet n'est pas le même, les sujets ne sont pas les mêmes, les magistrats ne sont pas les mêmes, je dirais qu'il y a quelque chose de problématique de considérer l'ensemble de la judiciarisation comme si c'était la même. L'ensemble des victimes comme s'ils étaient toujours les mêmes. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Pour ça, donc, dans les recherches qu'on avait menées, on essaye quand même de montrer qu'il y a des difficultés que les opérateurs du droit, comme on l'appelle, donc magistrats, parquets, avocats, s'en aperçoivent. Et ils essayent aussi aujourd'hui de faire autrement. Et je vous demande ça non seulement comme reconnaissance pour dire, voilà, tout a changé, mais pour dire, tout a changé et paradoxalement, la société n'a pas tellement bougé. Comment nous référer à cette circonstance? Je dirais encore un mot. Il y a dans les mouvements féministes qu'on devrait toujours dire c'est pluriel. Il y a des contradictions internes. Parce que quelqu'un prend la voix et dit les mouvements féministes disent ceci ou cela. C'est singulier. Ce n'est pas exactement ça qui existe. Évidemment, il y a une cause en commun, ou une grande cause comme la symétrie des genres, la domination masculine, comme vous voulez l'appeler. Mais cette cause en commun ne peut pas enlever le fait que les mouvements féministes, non seulement il est pluriel, il est contradictoire au niveau de l'avortement, de la maternité, de la prostitution. Je ne saurais pas dire autant de différentes perspectives qu'il y en a. Moi, personnellement, je vais citer ici trois, je dirais, féministes, anthropologues et une criminologue qui m'ont permis de voir autrement, encore une fois, l'objet d'intervention, les sujets et aussi les systèmes judiciaires. Je commence avec deux femmes, deux brésiliennes, enfin je dis deux femmes, je devrais dire deux anthropologues, ce sont des professeurs universitaires, chercheuses, très, très, très réputées, Miriam Pilar Grossi et Maria Filomena Gregori, qui depuis 1990, et un peu avant même, disaient qu'il ne faudrait pas penser la violence d'une façon polaire. C'est-à-dire là, espèce de compréhension de qu'il y avait deux parties complètement opposées, naturalisées d'ailleurs, non comme genre, mais comme sexe, homme, femme, mais pour dire qu'il y a du relationnel dans les rapports de genre. Et que la polarité, par exemple, victime-accusée, correspond à une façon, effectivement, d'opérer sur ces problèmes. Une façon. Mais peut-être on ne rendra pas compte de l'objet de l'intervention. C'est pour ça que j'ai entendu plus de 600
cas dans les commissariats de protection et ça parlait de toutes les choses, de la vie conjugale, des voisins, de problèmes économiques de la famille. Ça parlait de tous les sujets. Madame la commissaire essayait de ramener les sujets sur les crimes, sur les faits, et les personnes insistaient à faire des récits qui dépassaient de très loin tout ça. Ce n'était pas pertinent. C'était là, à mon avis, l'objet. Et c'est pour ça que les commissariats jusqu'à 2006 ont été si importants au Brésil. Parce que là, on avait une écoute. On recevait ces demandes. Il n'y avait pas d'autres institutions pour ça. Seulement, elles ne produisaient pas de poursuites judiciaires. Et parfois, ça correspondait aussi à une autre question qu'une collègue notre brésilienne a bien pu voir il y a des années, Jacqueline Moniz. Il disait, les femmes au commissariat de protection de la femme, elles font la différence entre entrer en justice et faire la justice. Des choses complètement différentes. C'est pour ça qu'on parle souvent d'enlever la plante. On ne voudrait pas qu'il soit... Est-ce qu'on doit lire l'idée que les femmes ne veulent pas porter plainte ou qu'elles veulent parfois revenir sur la plante, devait être interprétée comme avec une seule raison. Elles sont dominées. Elles sont subjuguées. Est-ce que toutes les femmes qui veulent faire ça sont dans les mêmes canaux? C'est ça ma question. Parce que cette homogénéisation de la cause et de la condition de la victime fait ça. Elle enlève donc le pouvoir, elle enlève la gentilité, la réflexivité de ces agents. J'ai dit encore une fois que c'est tout pour la sécurité. Donc, ce n'est pas un problème si simple que ça. Et je reprends ici Colette Parent, je crois que vous connaissez, de l'Université d'Ottawa, Colette Parent, qui écrit depuis longtemps, sur les tragiques de la condition de la judiciarisation. Les tragiques, c'est parce que c'est un intolérable social sur lequel il faut intervenir, mais si on les fait automatiquement, universellement, on est en train d'éliminer, évacuer les vécus de personnes. Parce que les vécus de personnes, c'est dans leur témoignage. Les vécus de personnes, c'est dans la conversation. Attention, je ne dis pas pour tous les cas, je ne suis pas en train de prescrire. Je suis en train de dire que les magistrats, les avocats, les parquets, ils voyaient déjà, ils nous ont raconté ce qu'ils voyaient. Ils voulaient dire, il faut faire quelque chose autrement. Pourquoi est-ce que les commissaires de police, ou la commissaire de police que j'ai étudiée de plus près au Brésil, faisaient des réunions avec, je dis des réunions entre guillemets, bien entendu, c'était des audiences, mais c'était des confrontations entre les deux parties. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'elles voyaient que ça avait un résultat. Les résultats étaient parce que les gens avaient dramatisé leur vécu dans un scénario où il y avait un tiers. J'ai appelé ça dans les temps, si vous me permettez, entre 3 ou 4 guillemets, des médiations policières. Parce qu'elle me disait qu'elle faisait la médiation, d'accord? Et ça, en 98 au Brésil, ce n'était pas très connu. Elle disait, fait la médiation. J'ai dit, apparemment, c'est l'arbitrage. Parce qu'à la fin, elle a dit, messieurs, vous faites passer ça, c'est lui, vous faites ceci, vous faites... Mais c'était elle qui disait. Et là, encore une fois, ça correspondait à une demande. Je ne dis pas que c'est la meilleure demande, je ne dis pas que cette traduction, c'était la meilleure. Je dis rien de tout ça. Je suis en train de dire que d'après les opérateurs de justice, et eux voient clairement que ce n'est pas suffisant de criminaliser. Je continue. 15 minutes. Il reste 15 minutes. Alors, je ne continue pas. Bon. Mais j'étais mal pris parce que je me suis... Comment dire? C'est la faute à Alex, d'ailleurs. Alex, parce que je comptais sur Alex pour faire une pause pour ne pas sauter dans mon texte. Alex, non? Coucou. Non. Bon. Ah, voilà.
les problèmes du contradictoire que je disais tantôt, ce n'est pas seulement un problème du mouvement féministe d'entendre que finalement, il n'y a pas cette polarité absolue entre victime et agresseur. Mais au Brésil, dans la loi brésilienne, dans la loi du procès pénal brésilien, les principes de la logique contradictoire, c'est central. Si jamais vous avez vu ou entendu ou peut-être connu les magistrats et la cour, surtout dans les cas d'homicide, vous allez voir un théâtre tellement monstrueux qu'on se construit, parce que la victime, elle doit être complètement innocente et l'agresseur doit être complètement un monstre pour que ça fonctionne. Parce que les principes du contradictoire empêchent toute entente. L'accusé doit être complètement coupable et la femme doit être complètement victime. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que dans la pratique, nos chercheurs, nos chercheuses ont observé que cette espèce de besoin de principe du contradictoire fonctionne au contraire. Si on a des doutes sur la victime, elle ne me paraît pas tellement victime. Par sa performance, elle regarde dans les yeux, par sa performance, elle vient, elle dit « moi je veux ceci, je veux cela », elle est moins victime. Elle n'est pas, si vous me permettez l'expression, sans diminuer vraiment la souffrance de cette personne, elle n'est pas la bonne victime. Elle ne correspond pas aux expectatives, aux attentes du système. Et lui, il n'est pas tellement coupable. Et finalement, on dit c'est pas ici qu'il faut régler tout ça. Il y a quand même une contradiction donc dans les systèmes judiciaires qui voient de plus en plus l'idée que les contradictoires, à la limite, que c'est les principes brésiliens de la justice, ne fonctionnent pas. Pour finir, voilà. C'est que, je pourrais en résumer à dire, c'est qu'on a des aléas de la judiciarisation au Brésil. On a un mouvement qui a commencé en 1985 avec les commissariats de protection de la femme. C'est un mouvement très important de reconnaissance. Okay? Puis, à partir de 10 ans après, en 1995, la loi 9099 a permis les ententes et les conciliations. C'était dans les cours spécialisés pour négocier. Mais on l'a fait, les ententes, dans les commissariats. Donc, c'est d'un côté reconnaître criminalement, de l'autre côté faire la conciliation. Troisième mouvement, 2006, c'est la loi Maria da Penha. Je ne pourrais pas en parler ici de la lutte de cette femme qui est devenue le symbole quand même de ce renouvellement de la loi, okay? Mais c'est un retour sur la responsabilisation pénale. Parce que les mouvements sociaux, les mouvements féministes, si vous voulez, n'étaient pas contents. Vous voyez une dépénalisation avec la loi et la transaction pénale qui était permise par la loi 9099. Mais donc, ça va dans un sens, ça va dans un autre. Et en plus, maintenant, après 2018, le Conseil national de justice a accepté que la médiation ou la justice réparatrice soit appliquée dans les cas de violence de genre. Alors, c'est quand même, d'un côté, ça va vers le pénal, d'un côté, ça légère, d'un côté, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des aléas là-bas d'institutionnels et normatifs. Mais je ne vais pas dire ça pour faire une critique. Peut-être je vais faire un éloge en disant ça. Parce que les aléas sont la preuve qu'on ne peut pas intervenir d'une seule manière. C'est-à-dire que les opérateurs, les législateurs, les victimes, les agresseurs sont conscients qu'il ne peut pas avoir une seule manière d'affronter la violence des genres, qu'il faut peut-être avoir d'autres manières. C'est cette ouverture, avec cette ouverture que j'aimerais bien finir. L'idée que je voudrais passer, donc, c'est l'objet, il faut revenir sur l'objet. La violence n'est pas une bonne catégorie pour décrire. Au contraire, elle est une catégorie homogénéisante et elle a une nomination extérieure au sujet, okay, et toujours négative. Juste pour finir, je dirais, vous savez que le mot violence est négatif, n'est-ce pas? Mais peut-être vous ne savez pas que
jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, c'était positif. Aujourd'hui, même parmi les jeunes que je connais comme étudiants, ils parlent de la violence positivement. Il faut voir la force, il faut s'imposer, il faut être ceci, il faut être cela. Ça fait du sens. Le deuxième siècle, il y avait deux usages que j'ai rencontrés dans un dictionnaire en France. Les premiers disaient que l'usage de la violente prière. Je me suis jamais pensé que violence allait avec prière. Et tout le monde ici comprend qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une violente prière? C'est une prière qu'on fait avec la foi et qu'on croit que ça va produire les changements qu'on souhaite, parce qu'elle a la force. La force a perdu valeur chez nous. Et quand on nomme violente un comportement, on est en train de dire qu'il, lui, il est la force, il est quelque chose de contraire à ce qui est civilisé. Le deuxième usage que j'ai rencontré dans le dictionnaire, c'était un remède violent. Aujourd'hui, on va dire que c'est les effets qu'on ne fait pas, les méfaits du médicament. Un remède violent, c'était un remède qui marchait, un remède qui avait la force. Ce que je veux dire, c'est, attention, le mot violence est employé pour mettre du négatif, faire un jugement négatif de la pratique des autres. Parfois, il y a du négatif dans les comportements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas employer les mots, mais il faut faire attention. La généralisation, ça peut nous amener à un endroit qu'on ne veut pas. Et encore une fois, l'idée que la norme peut changer un comportement, je l'ai cité Judith Butler encore une fois, c'est une illusion. Le sujet n'est pas un réflexe de la norme. La norme produit la possibilité de l'émergence d'un sujet. Si je sais, aujourd'hui, une femme dit, ben, écoute, si tu me fais ceci ou cela, il y a la loi Maria da Penha, la loi de 2006. Elle se constitue un sujet parce qu'il y a une loi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un nouveau mode de subjectivation très important qui est en train de se construire. Et le droit fait partie de cette construction. Donc, les sujets ne peuvent pas être les mêmes, les rapports avec la norme n'est pas toujours les mêmes, et on continue, je crois, à faire les mêmes genres de jugements. C'est pour ça qu'à la fin, j'aimerais bien inviter tout le monde à dire qu'il faut lutter contre le colonialisme de la justice. Parce que chez nous, au moins, elle est colonisée par l'idée du pénal. Et là, ce qu'on est en train de refaire, encore une fois, c'est de dire la rationalité pénale, c'est l'outil qu'on utilise pour faire les changements sociaux. La responsabilisation individuelle, qui parfois n'a même pas un message social. Et je crois que changer les rapports de genre, donc par la voie pénale, ça impose ses limites et ça, ni les magistrats, ni les avocats, ni les parquets y croient. Et je crois qu'on a beaucoup de doutes là-dessus. Donc, cherchons à décoloniser notre idée de justice. Merci. Mais non, j'ai pas trouvé. C'était tellement intéressant, j'ai eu de la misère à te couper. C'est pour ça. Merci beaucoup. En effet, c'était extrêmement intéressant. Puis moi, ce que ça m'amène beaucoup comme réflexion quand on parle de violence, justement, tu sais, à quel point c'est un mot, en effet, qui est très négatif, comme vous le mentionnez. Puis l'impact que ça peut avoir aussi chez les gens qui le vivent, les gens qui accompagnent la magistrature. Comment est-ce que c'est traité ces situations-là de violence? Mais je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a une alternative à ça? Est-ce que vous avez avec des options, des solutions sur comment les aborder différemment que le terme violence? C'est une grosse question. Hein? Non, c'est une bonne question. Ça m'a fait vraiment un effet de parler des alternatives. Hein, puisque justement, vrai, dire alternative, ça veut dire, bon, au lieu de dire directement, qu'est-ce que vous direz à côté? Parallèlement. Parallèlement, je comprends. Mais pourquoi je fais cette réflexion? C'est pour dire, le plus important, en fait, c'est d'identifier quel est l'objet. Hein? Et je vais, enfin, si je peux, hein. Par exemple,
beaucoup d'étudiants qui viennent faire leur doctorat et qui disaient bah, je vais étudier la maltraitance, la violence envers les enfants. C'est un grand objet, c'est très intéressant. Parce que les mères, ils frappent, ils maltraitent, ils font. Je dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser qu'ils font quand ils font ça? Pas ce qu'ils l'ont fait. Vous voyez, ce n'est pas les gestes. Parce que les gestes, je dis souvent, c'est une photo. Dans quel contexte ça arrivait? Et puis ils disaient non, mais ils essayent de justifier leur acte par l'éducation. Je dis, bah, là, tu es en train de dire qu'il essaye de justifier, c'est-à-dire que c'est faux ce qu'il a dit. Je ne fais pas confiance aux gens qui t'attendent. Je ne veux pas dire accepter, attention, je ne dis pas accepter, mais je dis, il faut faire quand même attention pour voir quel est l'essence. Et ça, j'appelle ça nœud circonstanciel du geste. Parce que c'est dans la circonstance que le geste est apparu. Peut-être que ce n'est pas la domination totale, etc. Si vous voyez, l'idée de violence, par exemple, conjugale, on dit que c'est subjuguer la femme. Mais subjuguer la femme, parfois, c'est faire beaucoup d'autres choses sans un geste, d'accord? Ça peut arriver, mais les gestes peuvent arriver aussi au moment où on a perdu exactement le contrôle. On a entendu beaucoup d'histoires comme ça. C'est-à-dire, monsieur a perdu le contrôle parce que la dame, elle veut travailler, elle veut sortir, elle veut faire ceci, elle veut s'y autodéterminer. Alors, ça, apparemment, ça entraîne la violence. La violence, ce n'est pas le pouvoir. C'est peut-être une réaction à une perte de pouvoir. Donc là aussi, revoir les mots. Et là, on était en train de discuter avec notre collègue Fatsi. La sociologie nous enseigne depuis le 19e siècle que les conflits, pour utiliser un mot particulier, les conflits, il est complètement positif. Les conflits, c'est une forme de relation sociale. Le problème n'est pas les conflits. Aujourd'hui, on dit on va régler les conflits. Chez moi, on dit, par exemple, la médiation sert à résoudre les conflits. Je dis, mais non, le conflit ne doit pas être résolu. Le problème n'est pas le conflit. Le conflit est une expression sociale des tensions, des différences, des souffrances. Donc, c'est très positif, c'est très bon qu'il y ait les conflits. Le problème, donc, voyons, revenons en arrière, c'est nier toutes sortes de conflits dans la société. C'est de dire que les conflits et les problèmes, c'est accepter aussi la domination. Moi, je dirais, enfin, je ne sais pas si j'arrive à expliquer, mais là, les problèmes, à mon avis, ce n'est pas changer les mots, mais notre perception des faits. C'est-à-dire, allons plus à l'écoute de ces gens. Si la mère disait qu'elle frappait pour l'éducation, qu'est-ce qu'elle comprend par l'éducation? Qu'est-ce qu'il manquait là-dedans? Vous voyez, la première fois que je fais une conférence ici au Québec, c'était au CICC, Centre de criminologie comparée, à l'Université de Montréal. Et à la fin, un monsieur est venu et me dit « Merci beaucoup. Je suis de l'Association des hommes victimes des violences conjugales. » Je pensais qu'il était, si vous me permettez, frappé, etc. Non, il était victime de l'accusation de la violence conjugale. Parce que là, il a perdu le droit à avoir accès à ses enfants, il a perdu le droit à sa maison, il a dû sortir. Et ce qu'il me disait, c'est puisque j'étais accusé, ça va de soi-même. Il réclamait quelque chose, si vous me permettez. Au départ, j'ai eu du mal à comprendre. C'est comme s'il disait, j'étais innocent. Mais il ne disait pas, je suis innocent. Je disais, il y a quelque chose qui va comme si c'était un tsunami sur moi. Je ne t'ai pas entendu. Au Brésil, par exemple, il avait des groupes de réflexion après la loi 2006 de Maria da Penha. Très important, ces groupes de réflexion. Et une étudiante en moi a fait une recherche. Elle disait la première chose que les hommes disent dans ces groupes de réflexion, c'est qu'ils sont innocents. Je dis, ils sont en train de nier qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, ils assument qu'ils ont fait. Mais ils sont innocents parce qu'ils n'ont pas été entendus par les magistrats, par les commissaires. Ils n'ont pas été entendus. Donc, ils trouvent que c'est une injustice, c'est qu'ils sont en train de subir, pas qu'ils ne sont pas responsables. Vous voyez, il y a des couches et des couches que les procédures criminelles ne sont pas capables de
dénouer, d'ouvrir, parce que finalement, ce qui nous intéresse, enfin moi personnellement, dans les récits, c'est qu'il y a un sujet qui raconte son histoire et qui est capable de dire des nuances. Et il dit que c'est une, comment on dit ça, ma brigue, il dit que c'est quelque chose, une frappe éventuelle qui est apparue. On ne va pas croire ça, c'est la domination. Ben, si on ne va pas croire jamais, je ne sais pas si vous me suivez, hein, je ne vais pas accepter sa justification, mais je vais quand même comprendre quelle est la logique de la situation dans laquelle elle a vécu. Ça change quoi? Du point de vue pénal, peut-être pas tellement, mais du point de vue de compréhension, du point de vue y compris des politiques qu'on pourrait mettre au service, ça pourrait changer beaucoup de choses. Donc, l'invitation, ça serait d'une écoute plus attentive et d'un respect quand même aux demandes, pas aux besoins singuliers et en général déjà donnés. Merci beaucoup. Merci. Fort intéressant. On va prendre un moment pour prendre les questions de la salle et aussi en ligne. Il ne faut pas que j'oublie le en ligne. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des questions ici maintenant dans la salle? Oh, ici au bout. Ah. Allô? Oui? OK. La lumière n'avait pas allumé, je m'excuse. Ça va? Ça va? Allô? Bonjour. Oh, je sais pas. Oui, ça va très bien. Allô? Bonjour. Enchantée. Merci d'être là pour nous. J'ai juste une petite question par rapport à vous parce que vous venez de l'Amérique latine. Puis je trouve ça étonnamment impressionnant de voir que la justice alternative, elle commence à devenir de plus en plus internationale. Moi, quand j'ai commencé à travailler ici comme médiatrice pénale, c'est un concept qui était totalement nouveau pour moi. Puis c'est un rêve à moi de voir comment que cette justice, qui est, je trouve énormément réparatrice, elle peut venir aider le monde dans une manière un peu plus humanitaire. C'est sûr que c'est un rêve de ma vingtaine. Je suis certaine que peut-être à ma trentaine, les choses vont changer. Mais je pense quand même que c'est une bonne idée de penser et de voir des penseurs comme vous faire le travail. Donc, comment pensez-vous que la justice réparatrice et la médiation alternative au concept de la violence de genre, je dis violence parce que c'est le mot que j'utilise normalement, peut être adoptée dans les établissements gouvernementaux au Brésil ou même de toute l'Amérique latine, en sachant très bien que c'est une culture qui est très différente à elle ou est-ce que nous, on l'applique en ce moment? C'est pour ça qu'il faut réfléchir. En entendant l'expérience brésilienne, vous réfléchissez, et qu'est-ce que je comprends en entendant l'expérience canadienne. D'abord, c'est très intéressant de voir que la justice réparatrice au Brésil dans la violence conjugale, qui est aujourd'hui stimulée par le Conseil national de justice, qui est même prescrit par le Conseil national de justice, est faite à la base des constellations familiales ou des constellations de cercles de paix. Donc, on réunit une partie et une autre, et parfois, on a même une espèce de rituel d'entente, et on attend comme résultat la conciliation. Okay? Et c'est pour ça, c'est très important de dire ça, parce que la justice réparatrice, encore une fois, c'est un éventail assez grand, suffisamment grand pour qu'on puisse dire, voilà, c'est un progrès intéressant d'incorporer ça, mais la façon dont elle était faite, et je crois que ça pose beaucoup de problèmes. Là, à Santa Catarina, par exemple, je parlais tantôt d'un magistrat, et lui stimule d'ailleurs ce genre d'intervention. Ça paraît très positif, mais au moment où il nous a dit d'observer, d'accompagner, la première chose qu'on a vue, c'était pourquoi un magistrat devrait être à la fois magistrat pour juger et participer dans ces mouvements. Parce qu'il peut être appelé à juger une cause dans laquelle il était médiateur, pour ainsi dire, dans les cercles. Puis, la même chose par rapport à l'idée qu'il devrait avoir une conciliation. Je ne sais pas pourquoi. Une des solutions du conflit est exactement la séparation. Bon, voilà la ligne. Ce n'est pas l'entente qui est le but.
dépenser les conflits. Et puis, donc, il y a ça aussi. Et puis, pourquoi mettre ces deux personnes ensemble? On a parlé tantôt, Marie-Ève Lamoureux a développé l'idée de comment sont les rencontres préparatoires. Parce qu'exactement, la sécurité est la question la plus importante ici. On ne doit pas produire un espace où la sécurité est perdue et la personne victime peut être non seulement révictimisée, mais peut trouver encore un sort beaucoup plus sévère. Donc ça, je dirais, c'est un atout d'avoir la justice réparatrice, mais dans les modèles de paix dans les ménages, comme on dit dans la loi, je crois que ce n'est pas une bonne solution. Mais enfin, ça en est une, ça peut être une solution pour certaines personnes aussi. Il ne faut pas dire quand même que ça sert à rien. Allô? Okay. Merci pour la réponse. Juste une petite question avant que je vous laisse. Quelles seront les recommandations que vous feriez par rapport à l'adoption de la justice alternative au Brésil, déjà qui sont déjà adoptées? Quelles seront les recommandations de modifications et améliorations que vous feriez pour les programmes? Moi, j'essaie d'apprendre depuis un bon moment le modèle d'équijustice. J'ai connu le modèle d'équijustice en 2007, je crois, avec messieurs, il n'est pas là, ah oui, si. Et j'ai connu et il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Je lui ai dit oui, mais... 3 petits points. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans ce qui se passe et comment les gens vont appliquer. Mais une chose que je vois un atout dans la justice réparatrice et les modèles relationnels, c'est justement de parler de la relation, d'être attentif au rapport entre les gens. Et enfin, comme anthropologue, je dois dire, à mon avis, les identités, les manières d'être, les manières de vivre, qui demandent un respect éthique, ne peuvent pas être perçues que par les vécus de personnes en rapport à d'autres. Il n'y a pas d'individus. Les individus, c'est quelque chose de la modernité qui pensait qu'on pourrait avoir des identités isolées. Nous sommes tous en rapport. Et nous sommes tous par rapport. Donc, effectivement, être en rapport conjugal, par exemple, ça nous définit aussi comme une partie de notre personne. On ne peut pas dire autrement. Et là, dans les modèles relationnels, je vois ça, je vois cette possibilité de... Et à la fois, enfin, apparemment, c'est M. Charbonneau qui me l'a dit, certains concepts qui font partie de notre analyse sont aussi incorporables dans la médiation relationnelle. Une des choses les plus importantes, c'est l'hégémonie communicative. C'est ce que je disais tantôt, c'est les magistrats, c'est les avocats qui disent de la violence. Ça enlève la capacité des gens de nommer ce qu'ils sont en train de vivre. Et là, ce que je dis, ça, c'est une hégémonie communicative. Donc, dans un cours, les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent effectivement, parce qu'ils doivent performer dans une telle position et tenir un tel langage. Et là, le modèle relationnel, enfin, je fais la pub, je ne sais pas. Ce n'est pas la peine de faire la pub aux convaincus, mais juste dire que je vois ces côtés très, très positifs et proches des résultats de recherche. Les côtés relationnels, les respects à l'autre, et surtout à la capacité de l'autre de réagir. Ce n'est pas seulement une victime. Ce n'est pas une capture en condition de victime. Très intéressant. Merci beaucoup. Ça va nous permettre vraiment d'alimenter. Ça va vraiment permettre d'alimenter nos réflexions, autant au sein des équijustices que des personnes qui nous écoutent en ce moment en ligne. Puis moi, ça amène la réflexion beaucoup sur à quel point, justement, on pense souvent aux violences à caractère sexuel qui vient contrevenir à une règle ou dans le milieu du travail, de venir contrevenir à une politique sans nécessairement se réfléchir puis penser à quel est le contexte, quelle est la relation entre les gens. Puis moi, ça m'amène ça comme réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous. On va prendre une pause d'environ une quinzaine de minutes, puis par la suite, ça va être le témoignage d'Éric et Sophie. Merci.